Il est 14h30 ici à Paris. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite de Paris Direct. À la une de l'actualité internationale de ce vendredi, inquiétude autour du nouveau variant sud-africain du Covid-19. Une trentaine de cas à travers le monde. Un premier cas vient d'être signalé en Europe, c'est en Belgique. Plusieurs pays dont la France ont suspendu les arrivées en provenance d'Afrique australe. L'OMS déconseille pourtant les restrictions sur les voyages pour le moment. Les tensions restent très vives entre Paris et Londres après la mort de 27 migrants dans la Manche. La France a même désinvité le Royaume-Uni à une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. La demande de Boris Johnson à Paris de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne est indigente selon le gouvernement français. Et le gouvernement qui juge par ailleurs inacceptable les violences de la nuit dernière en Martinique. Des tirs ont visé des journalistes et des policiers. Au moins 10 personnes ont été interpellées. La contestation de l'obligation vaccinale transformée en crise sociale ne montre pas de signe d'accalmie. Une trentaine de cas dans le monde, un premier cas détecté en Europe, en l'occurrence en Belgique. Il nous faudra plusieurs semaines pour comprendre l'impact de ce nouveau variant sud-africain du Covid-19. C'est ce que dit aujourd'hui l'OMS. L'organisation déconseille pour l'heure les restrictions sur les voyages alors que plusieurs pays ont franchi le pas. C'est le cas entre autres de la France. Elle suspend les arrivées en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Reportage de nos confrères de France 3. C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie que ce nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été officiellement détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. Il semble donc à première vue que ce variant possède les deux caractéristiques qui nous préoccupent le plus, une transmissibilité élevée et une plus forte résistance au vaccin. Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce variant touche l'Afrique du Sud, où le système de santé est à bout de souffle. C'est le pays où il y a le plus d'immunodéprimés, notamment de patients qui sont atteints du virus du sida et pour lequel l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et on sait que les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants. Et donc il faut arrêter avec ce message qui consiste à dire c'est le vaccin qui crée des variants, c'est l'inverse. Très contagieux, le nouveau variant sud-africain n'a pas encore franchi les frontières européennes, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a affirmé, il est déjà sous très haute surveillance. C'est un variant qui présente plusieurs mutations dans son profil génétique. Des mutations assez nombreuses et notamment des mutations qui concerneraient la fameuse protéine Spike, qui est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. C'est pour ça que nous le regardons de très près. La France vient d'annoncer la suspension des vols en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Ceux qui ont voyagé dans ces régions sont invités à se faire tester. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie ont pris des mesures similaires. L'Organisation mondiale de la santé doit se réunir en urgence aujourd'hui pour évaluer les risques liés aux variants. Et pendant ce temps, le mouvement de contestation dans les Antilles françaises, né du refus de l'obligation vaccinale et transformé en crise sociale, se poursuit, se durcit même malgré le couvre-feu. Au moins 10 personnes ont été interpellées en lien avec les violences de la nuit dernière en Martinique. Des tirs ont visé des journalistes et des policiers. L'un d'entre eux a été blessé au bras. Dans les rues désertées de Fort-de-France cette nuit, plusieurs détonations résonnent. Sur les barrages, échange de tirs nourris entre ceux qui tiennent les routes et les forces de l'ordre. Cet homme épaule et tire. Une ambiance de guérilla urbaine. Dans ce quartier résidentiel, face à face plus que tendu entre ces jeunes à moto et les forces de l'ordre lourdement armées et aidés par un hélicoptère. 2 policiers sont directement touchés, l'un au bras, l'autre a vu la balle se ficher dans son gilet pare-balles. Au total, 6 policiers sont blessés cette nuit. 4 journalistes sont également pris pour cible. Une nuit émaillée de violences urbaines. Plusieurs voitures sont incendiées ainsi que du mobilier urbain. Des conditions de travail difficiles pour les pompiers. Il y a risque de propagation, on éteint. S'il n'y a pas risque de propagation, honnêtement, on ne prend pas de risque pour ne pas mettre les agents en danger, puisque ça, c'est les ordres qu'on a reçus de notre état-major. Donc voilà, mais c'est vrai que toute la nuit, là, ça fait le 3e feu et on tourne. Des scènes
qui se répète depuis le début de la semaine. Ce centre médical, par exemple, a été méthodiquement caillassé, pillé et détruit. Le cabinet est hors d'état de fonctionner. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de logiciel, j'ai pas de stéthoscope. Ils ont volé mon stéthoscope. J'espère que la vocation va naître en eux. Ce matin, 3 personnes ont été présentées à la justice. 19 barrages sont toujours en cours sur l'île. À la une également, ces tensions qui restent très vives après la mort mercredi de 27 migrants dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche. Paris a désinvité Londres à une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. En cause, la demande de Boris Johnson à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. Indigente sur le fond, déplacée sur la forme, selon le porte-parole du gouvernement français, Florent Rodeau. C'est une lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. La lettre en question, la voici. Dans ce courrier publié jeudi soir sur son compte Twitter, Boris Johnson appelle Paris à reprendre tous les migrants qui arrivent illégalement au Royaume-Uni depuis la France. Un accord de retour qui permettrait de décourager les passeurs, selon le Premier ministre britannique. Posté au lendemain du naufrage meurtrier de 27 personnes au large de Calais, ces déclarations ont provoqué l'ire du président français. Depuis Rome, où il a signé un traité pour renforcer les relations bilatérales avec le voisin italien, Emmanuel Macron critique sévèrement la méthode et demande à Londres un peu de sérieux. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Déçu par l'attitude du gouvernement britannique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annulé la venue de son homologue Priti Patel dimanche à Calais, où était prévue une réunion avec plusieurs responsables européens. Signe que ces tensions franco-britanniques ont franchi cette semaine un nouveau cap. Et vive tension diplomatique entre la France et le Royaume-Uni, également autour de la question de la pêche, de ces contentieux post-Brexit. En l'absence justement de règlement concernant la pêche, des opérations coup de poing de blocage de ports sont organisées aujourd'hui par les pêcheurs français à Saint-Malo, Ouistreham et Calais. Cet après-midi, l'accès des camions de marchandises au tunnel sous la Manche est également bloqué. Des images commentées par Florent Rodeau avec nos confrères de France 2. La fumée rouge des fumigènes colore le port de Saint-Malo. Une dizaine de bateaux de pêche français ont jeté l'ancre ici ce vendredi matin pour empêcher les ferries britanniques d'accoster. 1 heure de blocage et un seul navire de fret en provenance de Jersey. Ambiance bon enfant. En guise de bienvenue pour le Britannique, un drapeau breton et français. À Saint-Malo, le blocage est désormais levé, mais ce sont les pêcheurs de Calais qui ont pris le relais afin que les bateaux anglais ne puissent plus accoster ici. C'est plutôt une action symbolique pour que le gouvernement se bouge, le gouvernement britannique se bouge. S'il n'y a pas d'amélioration, bien évidemment qu'on va montrer nos dents. Les pêcheurs réclament plus de fermeté de la part du gouvernement dans la négociation des licences de pêche avec le Royaume-Uni. Plus de 150 n'ont toujours pas reçu le précieux sésame pour pêcher dans les eaux britanniques, comme Emmanuel Pochet, qui se félicite de cette mobilisation. On a rarement vu ça, que tous les ports sont mobilisés. Ça va d'ici jusqu'en Bretagne, quoi. Tout le monde est concerné, en fait, quoi. Des opérations coup de poing pour faire pression sur les négociations. En début d'après-midi, des pêcheurs ont bloqué le départ des ferries à Ouistreham. Blocage aussi des abords du tunnel sous la Manche. C'est par là que transitent 25% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Europe. Un moment historique dans les relations entre les deux pays. C'est en ces termes que le président du Conseil italien a qualifié la signature du traité de coopération franco-italien ce vendredi. Le président Macron s'est rendu sur place. Le traité est comparé à celui de l'Élysée signé en 1963 avec l'Allemagne. Il prévoit un renforcement de la coopération dans de nombreux domaines. Les détails à Rome de notre correspondante Natalia Mendoza.
Les deux hommes ont rappelé les liens d'amitié qui unissent les deux pays. Ils ont parlé d'une journée historique, une journée importante pour les relations bilatérales entre la France et l'Italie, mais aussi une journée importante pour l'Europe, car aujourd'hui se consolide avec ce traité l'axe franco-italien qui pourrait devenir un moteur de leadership en Union européenne. Le traité trace une vision, une stratégie commune à travers des projets de coopération renforcés entre les deux pays dans de nombreux domaines, recherche, culture, innovation, développement durable, échanges commerciaux. Le traité relance le Conseil franco-italien de la défense et de la sécurité. Il instaure un forum annuel de concertation économique entre les ministres de l'économie des deux pays. Il prévoit de favoriser la mobilité étudiante, d'accroître la coopération policière avec la création d'une unité opérationnelle franco-italienne pour la gestion des grands événements. Donc voilà un traité particulièrement important, ambitieux, celui qui a été signé par Emmanuel Macron et Mario Draghi aujourd'hui ici à Rome. Et dans le cadre de cette visite à Rome, Emmanuel Macron a été reçu au Vatican par le pape François. Au cœur de leur entretien, la question des crises migratoires aux portes de l'Europe, mais aussi le récent rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église catholique en France. Un deuil de 3 jours a débuté ce vendredi dans la région de Kemerovo en Sibérie après la mort de 51 personnes lors d'un accident dans une mine de charbon. L'opération de secours a elle aussi viré au drame. Les détails d'Éléonore Vanel. Sur le parking de cette mine en Sibérie, des secouristes, mais aussi les proches des mineurs coincés sous terre. À la tombée de la nuit, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. On nous a dit que les sauveteurs allaient continuer leur travail dans tous les cas, dès que la concentration en gaz et le risque d'explosion allaient diminuer. Mais on n'a plus aucun espoir que quelqu'un soit retrouvé vivant. Ils ont dû être à court d'oxygène. Plus les heures passent, plus le bilan s'alourdit. 52 personnes décédées, dont 46 mineurs et 6 secouristes. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire minière du pays depuis l'ère post-soviétique. Plus tôt dans la matinée, près de 300 personnes se trouvent à l'intérieur de la mine quand de la fumée s'y répand. Une grande majorité des mineurs parvient à remonter à la surface. Des dizaines sont hospitalisés après avoir inhalé du gaz. Il y a eu un choc, puis un courant d'air, de la poussière et on a senti du gaz. On a juste essayé de remonter aussi vite qu'on pouvait. Au début, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On a eu une légère intoxication au gaz. Et juste après, on a été secourus. 3 jours de deuil ont été décrétés dans la région. Une enquête pour violation des normes de sécurité a été ouverte. 3 personnes, dont le directeur de la mine, ont été arrêtées. Dans le reste de l'actualité internationale en Turquie, Osman Kavala reste pour l'heure en prison. Le mécène et philanthrope turc est emprisonné depuis 4 ans sans jugement. Prochaine audience fixée le 17 janvier. La Cour européenne des droits de l'homme menace toujours la Turquie de sanctions en lien avec cette affaire. On y reviendra dans nos prochaines éditions. L'Égypte a inauguré hier en grande pompe l'allée des béliers à Luxor en présence du président Abdel Fattah al-Sisi, composée de sphinx à tête de bélier et corps de lion. Cette allée vient d'être restaurée. Les autorités égyptiennes espèrent ainsi attirer davantage de touristes dans le pays, un secteur qui représente plus de 10% du PIB. Marc Pope. En grande pompe, l'entrée du temple du dieu Amon à Luxor retrouve toute sa splendeur. L'allée des béliers qui y mène vient d'être restaurée après des années de travail. L'allée des béliers a été découverte en 1949, mais entre 2005 et 2011, nous avons réalisé le plus important projet de restauration qui s'est poursuivi sous la direction de l'actuel ministre des Antiquités Khaled Hanani. Nous avons maintenant plus de 1000 statues dont certaines sont sans tête. Longue de 3 km, l'allée des béliers relie les temples de Luxor et de Karnak. Les sphinx qui la composent sont vieux de plus de 3500 ans. Leur restauration est primordiale pour le pays. L'égyptologie est un fonds de commerce précieux pour le Caire. Chaque année, des millions de touristes se pressent pour admirer les temples et les sites de l'Égypte antique. Les autorités se servent régulièrement de ce passé pour rayonner sur la scène internationale. Luxor mérite bien plus. Il s'agit de la plus importante ville touristique et antique au monde. C'est la Mecque des touristes du monde. L'objectif est avant tout économique. Le secteur touristique emploie 2 millions d'Égyptiens et génère plus de 10% du PIB.
Dès qu'elles le peuvent, les autorités ne manquent donc pas une occasion d'en faire la promotion. En avril, une procession de 22 sarcophages de rois dans les rues du Caire avait été retransmise dans le monde entier. L'Égypte devrait bientôt inaugurer un nouveau grand musée égyptien au pied des pyramides de Gizeh.